Bon allez, je vous propose de démarrer parce que j'ai l'impression que il a trouvé son sujet de drift aujourd'hui, l'ami Olivier. Ceux qui n'ont pas vu son Twitch, il a parlé du langage Zig, il a fait quelques exemples, il a expliqué un certain nombre de choses et je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt autour du langage et qu'il y a beaucoup de questions, donc je sens que ça peut déraper. On va démarrer, ils nous rejoindront en cours de route. Merci à tous ceux qui sont à cheval des deux côtés du tunnel Twitch. Faites pas trop de cascades. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai récupéré de mon snow camp. Il fallait bien. C'était une belle conférence. Je vois qu'il est en train de terminer. Je suis en même temps. Ouais. Allez, je lui fais un petit message pour lui dire que je suis là. Hop. Et nous, on va y aller tranquillement. Oui. Bah oui, c'était cool de se croiser. C'est toujours l'occasion. C'est ce que j'aime beaucoup dans ces événements. Moi, c'est le côté communautaire des conférences. Et je trouve quelque chose d'extrêmement agréable et d'intéressant. Donc, c'est pas moi qui vais dire le contraire, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? Parce que évidemment, j'étais un peu occupé, si vous voulez tout savoir, ce matin. C'était très bien. Avec Stéphane et Aurélie, on a enregistré un épisode du podcast. Je vous laisse la surprise de l'invité, c'était génial. Mais du coup, voilà, en temps de préparation, ça, faire à manger et vite manger un bout, ça a été un peu speed. Mais j'ai quand même pas mal de petits sujets qu'on va essayer d'évoquer tous ensemble. Tac. Je vais démarrer, ça les fera venir, comme dirait l'autre. Hop. Alors le premier truc, avant même d'en faire un sujet, c'est que je suis du coup toujours sur mon setup avec le MacBook. J'ai pas mis mon deuxième écran encore parce que j'ai dû accélérer un peu les rangements de l'ancien bureau, puisque je trouve que derrière le mur où il y avait mon bureau se trouve une trappe d'accès sur la cloison et il va vraiment falloir ce coup-ci que j'aille inspecter ma VMC et probablement changer le moteur de la VMC parce que là ça patine et ça fait beaucoup de bruit. Je suis obligé par moment de le couper tellement ça nous saoule le bruit que ça fait, même si c'est pas un hurlement, c'est continu. Et donc il a fallu que je fasse beaucoup plus de rangement et que je ne me consacre pas à l'assemblage du dernier bras d'écran qu'il me fallait pour faire tout ce qu'il fallait avec OBS. Donc j'ai quand même copié mes configs. Je me suis rendu compte que c'était pas si simple de transférer sa config d'une machine à l'autre avec OBS. Donc pour ceux que ça intéresse, en gros, il y a au lieu d'avoir un seul truc qui rassemble tout, vous avez deux choses qui sont pas directement liées en fait. Vous avez le profil et vous avez la collection de scènes à exporter et réimporter. Et j'ai a priori tout ce qu'il faut juste que je mette le deuxième écran là que j'ai pas eu le temps de mettre avec cette histoire de VMC, et puis on aura un setup plutôt complet, y compris pour les Twitch. Faut vraiment que j'arrête aussi de taper sur le petit tremblement de la webcam, mais ça aussi c'est pareil. Je vais avoir un pied indépendant du bureau qui permettra de ne pas avoir les vibrations. Normalement, on verra comment ça se passe, mais ça devrait bien aller. Donc pendant ce temps, je vois que tous nos amis de chez Olivier sont arrivés. J'espère que les discussions passionnées autour de Zig se sont bien terminées. Ça fait partie des langages que j'ai posés dans un coin en me disant il faut vraiment que je regarde aussi, comme toi Olivier, sans être un expert, mais j'aime bien avoir, vous connaissez ma position, avoir un peu une petite vue sur chaque langage juste pour savoir un peu. C'est pas l'expertise que je recherche, c'est de comprendre les complémentarités entre les différents langages. Ouais, sans transition, mais écoute, si, il y a toujours transition. Et pour commencer, je vais, alors, du coup, l'enchaînement enregistrement de podcast Twitch fait que j'ai pas tous les liens, mais là, je dois pouvoir les passer. Oui, je sais qu'il y a un endroit où t'as les répertoires, où il y a tout ce qu'il faut, mais je voulais faire appel au... Oui, sous Mac aussi, t'as un répertoire de config d'OBS, mais je voulais voir où en était la maturité d'import-export. Comme de toute façon, j'ai pas encore migré, que j'ai encore fait des retouches encore aujourd'hui, je vais retourner voir de toute façon la config et ça fait partie au changement de machine, là, quand je vais rendre celle-ci, il faut que j'archive ce genre de répertoire où il y a des petits réglages que je risque
finalement d'avoir besoin après coup peut-être. Le lien que je vous ai mis et que je vais vous montrer si tout va bien, yes, dès à présent, c'est un outil, je sais pas si tu l'as... J'essaie de suivre ton actualité, tes petits posts sur les réseaux sociaux, Olivier, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je continue malheureusement d'avoir quand même pas mal de signés, comme j'ai toujours fait avec Twitter, un petit peu de veille. Je rêve de faire la même chose sur Blue Sky, voire sur Mastodon. Mais comme il n'y a pas de gestion des signés, c'est un petit peu... alors Mastodon, on arrive à s'en sortir avec un peu les favoris, mais c'est quand même pas tout à fait pareil. Il manque un outil comme ça, sinon je basculerai avec grand plaisir, y compris pour ma veille là-dessus. C'est un peu petit pour les yeux de vieux. Ce que je ne sais pas, c'est si ça a zoomé. Parce que des fois, il me fait des blagues. Là, j'ai beaucoup zoomé. Dis-moi si ça va mieux, Steph, parce que le switch de config d'écran, ça déconne un peu. Ouais, la planification de poste. Alors, c'est ce que je vous avais dit l'autre fois, Olivier, j'utilise pas la planification de Twitter. D'abord parce que c'est pas ma plateforme numéro 1 maintenant pour la plupart des messages que j'ai à mettre. J'utilise Fedica, juste le truc de base. Comme ça, je sais que je peux à la fois poster et programmer. Je suis pas obligé de cibler tous les réseaux, mais il y a la fonction de calendrier. En tout cas, à mon échelle, il y a pas besoin de programmer sur l'ensemble de l'année. C'est peut-être un truc que tu fais toi peut-être plus. Donc, ou Buffer, ouais. Mais Buffer, le problème, c'est que en version gratuite, t'es limité très vite au nombre de réseaux sociaux que tu peux adresser, donc ça dépend des besoins. Si c'est pour cibler un ou deux réseaux, ça doit passer. Je retournerai vérifier. Ah, 10 postes programmés. Oui, d'accord, ok. 3 réseaux, 10 postes programmés. Merci Firiwen. Ton pseudo m'a toujours fait penser à un petit côté... il y a un petit côté fée. Même s'il y a Kenobi derrière, c'est un peu une fée du sabre laser. Et donc, je voulais vous parler de Pipette, je sais pas exactement comment ça se prononce, mais un outil qui permet d'organiser un petit peu quand vous avez des besoins de scrapping et d'extraction de données d'éléments en ligne. Donc, je vous invite à aller regarder tout ce qu'il propose. Tac. C'est un peu plus net comme ça, mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. Ah oui, j'ai pas mis le deuxième lien. Ah, il est pas direct là. Ah voilà. Je vais vous montrer quand même le projet GitHub en lui-même. Ah bah si c'est voulu, c'est encore mieux. Tac, on va zoomer aussi. Pour les yeux de papy, comme les miens. C'est écrit en Go. Et voilà, vous avez la possibilité... de parser ce que vous allez récupérer, de customiser un peu tout ça. Non, ça aurait pu être un projet Python, mais il y a des projets... il y a de très bons projets Python pour faire du web scrapping. Il y a WebSoup, par exemple. C'est dans ce sens. Tiens, on va vérifier. Python web scrapping. Qu'est-ce qui nous ressort comme... Beautiful Soup. N'importe quoi, Thierry. WebSoup. Je t'en foutrais, moi, de la WebSoup. Ouais, donc si vous avez ce genre de besoin en Python, je vous conseille Beautiful Soup qui marche vraiment super bien. Là, c'est quand même un petit peu différent, si j'ai bien compris, parce que ça permet de combiner un petit peu... Oui, ça s'appellerait Pipette avec un Y. Ça permet de combiner les outils, si j'ai bien saisi. On peut aussi gérer l'output, choisir ce que vous allez sortir, et puis il y a un petit côté manipulation à la fois les ressources, faire vos queries. Enfin, c'est pas mal fait du tout. Voilà, je découvre en même temps que oui, on peut l'utiliser avec Playwright, donc pourquoi pas. Ça va utiliser un navigateur headless, c'est pas mal non plus. Et puis on peut exprimer tout un tas de HTML queries pour extraire. Exact. Contre-exemple, c'est écrit trop petit, il faut vraiment que je mette un grand écran de Jligier. Excuse-moi si j'écorche le pseudo. Jligier ou Jligier, peu importe. Qui dit pas forcément, tu vois, Goose, Pip n'a pas de Y. Mais de toute façon, à l'arrivée, c'est UV, comme ça, il n'y a plus de I.
Donc voilà, je sais pas si c'est quelque chose parfois où vous avez besoin de récupérer des données d'un site, d'une page, d'un document, enfin peut y avoir plein de cas d'usage. Les outils de scrapping ont toute leur valeur dans ce cadre-là. Je le mettrai de toute façon dans la description, hop, quand je posterai le replay, ou ici la description du replay sur Twitch aussi, puisque j'ai vu qu'on pouvait rajouter et enrichir les descriptions après coup. Et on passe au lien suivant, qui est... Hop, je vais vous mettre... J'en avais pas parlé, je pense. C'est Matt, l'ami Yodamad, qui annonçait, alors c'est une version pour lui particulière, mais c'est un outil autour de Git, une CLI autour de Git qu'il a appelé Heimdall, qui rajoute un petit peu de la facilité d'usage de Git pour un certain nombre d'opérations. Donc je vais vous mettre aussi le lien sur le repository, bien sûr. Tac, voilà. Et voilà, il s'agit de faciliter un peu la lecture d'informations. Donc sa commande s'appelle Heimdall. Et il utilise notamment ce que j'adore dorénavant, vous le savez, dans les CLI, toute la partie TUI, c'est-à-dire rendre un petit peu plus sympathique l'interaction avec une CLI, que ce soit dans ce que vous rentrez comme information ou dans ce que vous récupérez en sortie. Et donc là, on voit qu'on peut interagir avec la CLI, qu'il y a un peu de recherche qui est faite, on fait un tableau de résultats de projet. Et il a eu la bonne idée pour macOS de rendre ça disponible avec Brew. Sur Linux, je pense qu'il a dû faire une cross-compile en disant en avant ça va marcher. Et pour l'instant, il a rencontré des problèmes de compatibilité sous Windows. Donc voilà, le tout étant écrit en Go, une fois de plus là aussi, pour le côté CLI j'imagine. Je pense que je vais essayer de vous en faire un petit test. Ça fait 2-3 fois, là j'ai commencé à utiliser un peu sur un petit peu au quotidien, là, de voir un peu ce que ça donne. C'est vrai que c'est des fois pas mal d'avoir un petit peu d'infos, notamment il y a une page détaillée que je vais vous montrer là, tac. Vous pouvez faire un Git info et ça vous donne un petit peu plus de détails sur les projets qui sont présents. Donc je sais pas jusqu'où il s'est allé. Il y a un mode interactif, voilà. Ça peut être intéressant aussi pour explorer vos repos courants. Voilà pour Heimdall de l'ami Yodamad. Hop. L'autre projet, alors celui-là, je l'ai mis de côté et je n'avais pas eu le temps du tout de creuser plus que ça. C'est donc le projet Nesfab qui présente la promesse de pouvoir faire des jeux NES avec un langage de programmation qui est conçu pour le développement de jeux NES optimisé pour les contraintes des systèmes 8 bits. Donc je suis comme Olivier là-dessus, je suis extrêmement curieux, donc vous voyez qu'il y a le lien sur le projet lui-même. Et je vais aller regarder tout ça parce que je suis super intéressé. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de mix. Il y a des fonctions, on dirait un peu du basique ou du Python, et puis en même temps on a l'impression qu'on peut mettre de l'assembleur au milieu. En tout cas, il y a une possibilité d'agir directement sur certaines adresses. Donc ce petit cocktail m'a l'air super intéressant. Donc après, vous avez des graphes qui annoncent les performances et ainsi de suite. Je voulais voir s'il n'y avait pas... Ouais, voilà, il y a un petit map editor, donc il y a pas mal de petits outils. Et je suis très curieux de voir ce que ça donne. J'espère que je vais pouvoir expérimenter ça. En tout cas, si ça fait partie des petits projets avec lesquels vous avez envie d'expérimenter. Il y a même des tutoriaux déjà tout prêts, c'est parfait. Comment installer un petit tutoriel sur un jeu de labyrinthe. Une petite présentation des éléments présents sur une NES. Donc pour rappel, il y avait un 6502 comme CPU avec 2 kilobits de RAM, 2 kilobits de VRAM. Alors c'était un processeur pour la partie image, le PPU, et pour l'audio, on avait l'APU qui permettait de faire le son de la NES. C'est à regarder, mais je savais, Aurélie, que ça te plairait. Ouais, c'est pareil, ça, je me le suis empilé dans la to-do list, il est monté un peu plus haut que le reste, parce que
Ça a l'air pas mal. Au passage, il faudra creuser parce qu'évidemment, il y a la construction d'une ROM, donc il y a une espèce de fichier qui permet de décrire le mapping et la config. Mais ouais, il y a l'air d'avoir un peu de tout. Ça a l'air d'être relativement lisible, j'ai envie de dire. Ouais, il y a quand même de la manipulation d'adresses dans le PPU. Ah, pourquoi pas. Je vais voir si on va jusqu'à la fin. Ah, ça semble quand même assez lisible, hein. Ça doit parler à vos petits cœurs de développeurs en basique sur les machines 8 bits des années 80, si vous avez connu cette charmante époque. Ah, il y a un cocktail qui a l'air pas mal. Ah, je découvre avec vous, mais bah ouais, ça a l'air de le faire. Alors... Ah oui, il y a des cartouches pour tester sur une vraie NES. Oui, oui, tu peux... un peu comme les linkers qu'on utilise avec Aurélie, là, quand on fait notre talk Tanigo, où on génère une ROM pour la GBA. Et après, la ROM GBA, il y a juste cette petite cartouche qui permet de faire l'opération de boot dessus pour que ça fonctionne. Il y a ce genre de choses. Nintendo n'est pas trop chiant au niveau licence sur les consoles antiques. Je pense que c'est les seules consoles où ils foutent la paix maintenant. Game Boy et NES, ça reste un endroit assez sûr dans le monde de l'émulation, contrairement à tout ce qui est après au-delà où ils sont, je pense, en plus à tort, venir casser les pieds aux émulateurs, mais bref. C'est pas en faisant une nouvelle Switch 2, certes formidable, certes que je vais acheter, mais avec des jeux qui vont passer à 80 balles, je pense qu'à un moment donné, il va falloir réaliser qu'on marche sur la tête. Il y a quand même, il y a quand même des limites entre faire vivre les gens qui font du jeu et puis tous les jeux qui vivent du jeu mais qui ne devraient pas être là. Je pense qu'il y a un gros souci dans l'industrie du jeu. J'en suis éloigné depuis bien des années, mais j'ai pas l'impression que ce soit bien assaini sur le plan financier. Je pense que si les jeux n'avaient que le coût de production comme on produit un logiciel, ça serait beaucoup moins cher. J'ai l'impression que ça dérape et que du coup, oui, effectivement, Nintendo n'est pas toujours fair play, je trouve, avec le monde de l'émulation, mais que voulez-vous? Bon, en tout cas, voilà, oui, ça reste... J'avais peur que ce soit un peu plus hardcore que ça reste... Voilà, je ne doute pas qu'il doit y avoir énormément de subtilité, c'est pas une console que je connaissais en termes de programmation, mais ça me fait pas si peur d'essayer de manipuler ça. Je suis sûr que ça peut être sympa. S'il y en a qui se lancent, ça me fait penser que je n'ai pas... Voilà, je vous le donne maintenant, le lien vers le Discord si vous voulez venir papoter. Je pense que c'est un des sujets dont on pourrait parler sur le Discord de Calme, ça. Ouais, le plus sûr maintenant, c'est de faire de l'IA française. Non, mais quelque part, il y a quand même un truc, c'est... T'as plus de chances de prendre une cartouche en écrivant un logiciel d'émulation open source que de continuer de faire de l'IA en absorbant comme un gros cochon l'intégralité des données publiques, privées, licenciées ou pas. Hein. C'est malheureusement très probable. Non, ça m'a l'air pas mal tout ça. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil. J'avais pas une grosse actu aujourd'hui, de toute façon, à vous partager. Si, j'ai reçu une excellente nouvelle pour celles et ceux qui seront à la conférence Mixit, je sais jamais comment il faut dire, je me fais gronder à chaque fois. J'ai mon talk, vous verrez lequel, qui a été sélectionné, donc ça fait plaisir de pouvoir faire quelque chose à Lyon, c'est cool. Non, je crois que j'avais fait le tour de mes autres petits messages. J'avais mis une news, mais je crois que c'était une news d'Olivier, donc... Alors, attendez, le problème c'est que j'ai trop zoomé. Voilà. Ça m'avait fait disparaître les signés. UV Migrator. Ah, j'ai pas vu ça. Merci Ugla. UV Migrator. Bah écoutez, vous savez quoi? Regardez, on va rien cacher. Hein. Découvrons. UV Migrator.
Ce projet n'est pas associé à Astral ou le projet UV. C'est pour faire de la migration d'un système de dépendance vers le UV Package Manager. Alors c'est bien plus que le UV Package Manager. Ok. Ça prend des projets Poetry, des projets avec Pip, ça détecte les dépendances de développement. Ok. Et ils ont la possibilité, ils sont en train de travailler sur les projets Anaconda. Ça s'essaye. Ouais, j'irai tester ça. Après, je sais pas. Parce que je suis partagé. J'adore, au contraire, hein, c'est une bonne idée de migrer si on en a la possibilité, mais je suis de la même façon que je pense qu'on peut. Il y a pas de bon et de mauvais langage, comme dirait un comédien dont je ne citerai pas le nom, mais il n'y a pas non plus la nécessité de forcément systématiquement refactorer, réécrire, refaire un projet. Si un projet fonctionne super bien avec Poetry ou avec Pip, avec un requirement TXT ou autre, il n'y a pas de raison majeure de casser ça. Je veux dire, un projet qui est sain et heureux comme ça, pourquoi pas. Après, il faut l'envisager peut-être si des besoins en cours de route apparaissent. J'ai pas encore creusé complètement, mais le sujet que je pense être intéressant, c'est dans les cas où on commence à avoir des besoins un peu particuliers en termes de CI/CD, le côté gestion de vos images, mettre UV à l'intérieur, ça apporte un vrai plus. Ça rend les choses beaucoup plus rapides, donc ça peut, il y a des cas où, ouais. Mais il y a des projets qui migreront jamais. Mais je testerai en tout cas sur des projets que j'ai, voir. Alors sur des petits projets, je pense que ça doit bien se passer. Puis j'essaierai sur des trucs un peu plus élaborés, genre celui où j'avais fait un package pour PyPI, voir comment ils récupèrent tout ça. Oui, j'ai constaté sur pas mal de projets open source de taille non négligeable, il y a un vrai phénomène de migration vers les outils de Astral, vers UV, parce que il y a un tel gain de temps et de souplesse ce serait dommage de se priver. Tiens, par exemple, si je prends... Non, c'est pas ça. Toc, ici. Voilà. Par exemple, je regardais au passage, par exemple, le projet Textual que j'aime beaucoup. Eux, ils utilisent Poetry actuellement, vous voyez. Mais vu la complexité de ce qu'ils ont, je vois qu'il y a quand même beaucoup de choses. Je sais pas s'ils auraient vraiment intérêt... Ah, en plus, Poetry, mais je l'avais déjà évoqué, je trouve que c'est un petit peu fourbe parce que ça utilise le format de projet TOML, mais avec plein de sections qui sont spéciales à Poetry. Donc ça, c'est dans un standard, mais en mettant des extensions propres à Poetry. Donc c'est vrai que si on peut restandardiser le tout, ça peut être l'occasion. Mais non, vous voyez, par exemple, je regarde Textual, en tout cas, dans Main, c'est pas le cas. Je sais pas s'il y a des branches. Je fais un petit tour. Ça n'a pas l'air d'être un sujet. Est-ce qu'ils ont... Hop, je suis en train de regarder. Mais c'est une bonne question de voir s'il y a une tendance ou pas sur les gros projets. J'en ai vu quelques-uns. Je crois que c'est... FastAPI, tac tac tac... On verra dans le temps hein, si ça se confirme ou pas. Ouais, là, par exemple, ça a l'air d'être assez standard. Du MyPI. En fait, il y avait tellement d'autres outils autour d'un standard qui n'en était pas vraiment un, peut-être aussi, que il va peut-être s'écouler un certain temps. Je ferai le tour, tiens, ce sera peut-être l'occasion de faire un peu un état des lieux des projets qui ont migré. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça fait. Et donc je me suis pas du tout laissé disperser par cette suggestion. Merci Hugla. J'étais en train de regarder dans mes signés s'il y avait autre chose qui traînait.
Non, j'ai toujours dans mes signés, Olivier, plein de petites news qui viennent de chez toi pour des outils que je vais aller regarder. L'autre fois, c'était l'outil qui permettait de manipuler du Markdown. Là, ce coup-ci, c'est Xerox qui permet de partir d'un PDF pour arriver sur du Markdown. J'avais ça, j'avais quelques messages. Je sais pas si je vous avais parlé de la version Go et Stack que développe Ron Evans. En gros, c'est pour réussir à utiliser avec cette stack Go toutes les API autour de le Find My de chez Apple pour retrouver des objets, des choses comme ça. Et après, j'ai deux côtés, mais j'y ai pas touché encore. J'ai évidemment, à côté des signés concernant Olivier, j'ai des signés concernant Philippe. J'ai du retard sur la partie MCP, les choses comme ça, mais j'ai rien à vous présenter. Ah si, je peux quand même vous dire, si, il y a eu quelques news. Bon, j'ai pas de lien nouveau à vous donner, on en avait parlé l'autre fois. Le projet de pédale audio pour guitare et basse que Noreddin69 sur Twitter, il avait eu un souci, là, ça marchait pas, c'était un projet qu'il avait laissé traîner depuis 2 ans. Quand il avait remis en route, il avait pas de signal à l'arrivée, juste un peu un crash, oui. Il a trouvé, il avait un souci en remontant la masse, je crois, il a fini par trouver 2 broches qui c'était pas correctement fait sur le PCB qu'il avait en fait. Et donc en rectifiant le PCB, il a enfin du son qui sort et il a fait un petit bout de reprise à la basse d'un morceau de Metallica. Je vous laisserai découvrir ça sur Twitter. Donc visiblement ça fonctionne. Donc j'espère qu'il va maintenant, parce que l'idée, une fois qu'il avait la partie électronique, donc c'était une carte qui se branchait sur un Pi, il allait regarder la partie logicielle pour essayer d'élaborer différents effets spéciaux pour basse et guitare. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner au final, s'il va réussir à avoir quelque chose de sympa. Là, je crois que l'essai qu'il avait fait, c'était un delay, je crois. J'ai pas ça encore. Tac. Si je remonte... non, c'est pas là. C'est dans mes notifications. Je sais, vous ne voyez pas l'écran, ne vous inquiétez pas, c'est voulu. Je remonte. Tac. Hop. Si, je vais vous mettre un lien, parce que quand même, il a réussi... il avait un effet de trémolo. Voilà, je vais vous retrouver. Hop, le lien. Donc c'est ce que vous voyez là. Tac. Voilà, vous avez la mascotte qui rentre dans la pièce en même temps. Je referme parce qu'il y a du bruit dehors. Installe-toi, Jazz. Fais comme chez toi. Hein. Te gêne pas, ma Jazz. Donc voilà, vous voyez le PCB. Je dois pouvoir grossir un petit peu. Pas sur l'image. Voyons voir. Ouais. Vous avez le PCB. Vous voyez ici, c'est les broches du Raspberry Pi qui est dessous. Hein. Et donc il a fallu qu'il refasse une partie du brochage. Vous voyez la broche qui est ici, là, au niveau du fil marron, là. Et il a fallu qu'il le repique de ce côté, de même que, visiblement, dans son circuit, il y avait une partie qui était incomplète sur, je ne sais pas dans quel sens il est là, entre son entrée et son sortie en termes de jack audio. Il y avait quelque chose qui n'était pas câblé, du coup ça ne pouvait pas marcher. Et du coup... ouais, mais je sais pas si mon audio... Si, vous allez m'avoir en écoute. C'est pas si mal. Par contre, le vieux... les bruits de parasites, c'est chiant. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Hop, donc il a réussi à avoir son petit effet trémolo. Et voilà, après il y a la petite vidéo où il joue de sa magnifique basse. Et voilà, je crois que c'est tout ce qu'il a publié jusqu'ici. Et voilà, bravo en tout cas. Alors je sais pas si on dit Noreddin, tu me rectifieras, n'hésite pas, hein, te gêne pas. En tout cas, bravo d'avoir réussi à débugger ton PCB, c'est ce que je disais. Je sais pas si j'aurais eu la patience d'aller rechercher où était la trace qui était pas reliée, je sais pas si le process a dû prendre un certain nombre de tes soirées. Donc chapeau l'artiste, c'est chouette. J'aime bien les projets comme ça de makers plus courageux que moi qui vont vraiment jusqu'au bout. Voilà, pour ma part, c'était
tout ce que j'avais à vous montrer. Merci Hugues là au passage pour le petit lien que je vais aller regarder de plus près là, le UV Migrator. Je vous souhaite une excellente journée. Je pense que lundi prochain, c'est encore bon. Lundi prochain, on devrait pouvoir se voir. Je croise les doigts pour arriver à m'en sortir de ces histoires de VMC et puis de finir de monter le setup complet. Et puis portez-vous bien, passez une excellente journée, une excellente semaine. Et à très bientôt. Bye bye.